Bonjour à tous, mon nom est Malik Guelmi, conseiller aux affaires publiques de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir le président de l'Ordre, Dr Gaston Rioux, qui nous rejoint aujourd'hui pour faire un bilan de sa présidence, donc après 3 mandats de 2 ans chaque. Bonjour, Dr Rioux. Bonjour. Quand vous regardez l'ensemble de votre mandat depuis 2020, qui est le début de votre premier mandat, quel fil conducteur résume le mieux ces années à la présidence, selon vous? C'est certain d'entrée de jeu qu'en regardant ces 6 ans-là de présidence de l'Ordre des médecins vétérinaires, j'ai un peu le vertige de tout ce qui s'est passé dans ces 6 dernières années-là. Mais je pense que le fil conducteur, c'est vraiment la protection du public. Ça doit toujours faire partie de chacune de nos décisions. Au début de votre mandat, vous êtes tombé très proche de la pandémie de COVID, qui était une situation particulière à gérer pour commencer votre premier mandat. Quel rôle l'Ordre devait-il absolument jouer à ce moment-là? On était en situation d'urgence, en situation pour se retourner rapidement pour que le public aussi, les animaux, aient aussi le meilleur accompagnement, le meilleur service possible pour tout ça. Donc, il a fallu aussi rassurer, outiller les médecins vétérinaires, mais aussi rassurer le public aussi de voir dans quelle avenue on pouvait s'orienter. Donc, il y a eu aussi l'utilisation de plus en plus fréquente de la télémédecine. Il y a tout ça qui a pu rentrer en ligne de compte aussi pour justement que la mission de protection du public puisse quand même se continuer avec la pandémie. Effectivement, puis il y a eu la participation aussi des médecins vétérinaires qui était importante pendant cette période pour la vaccination, donc ça a été central à travers cette période pour passer à travers la pandémie. Oui, puis de toute façon aussi, c'est intéressant que vous rapportiez au niveau de la vaccination, mais ça a été aussi le point de départ pour notre réflexion d'une seule santé. L'importance de la médecine vétérinaire, de la profession, dans le contexte d'une seule santé, qui peut aller au travers de la biosécurité, la santé publique, la santé animale et tout ça. Je pense que c'est là où on a pris conscience qu'on doit prendre notre place. Effectivement. Et également, quand on parle aussi d'accessibilité aux soins, qui a été également un enjeu central de votre présidence pendant ces 3 mandats, du début jusqu'à maintenant, qui a été également dans la première planification stratégique à votre début, mais également pour la suivante, 2025-2030. Pourquoi était-il essentiel, selon vous, d'en faire une priorité constante tout le long de vos mandats? Qui dit l'accessibilité, oui, aux soins vétérinaires, donc santé et bien-être animal, mais dit aussi accessibilité financière ou de tout ça. C'est un contexte assez large et on avait en même temps un phénomène pas nécessairement un phénomène, mais on réalisait qu'on était en pénurie. Et au point de départ de ce mandat-là aussi, ou de la pandémie, on parlait de pénurie. Donc, si on parle de manque de vétérinaires, manque de diplômés, mais je me souviens d'une discussion qu'on a pu avoir ici à l'interne, mais est-ce que c'est la seule problématique, un manque de diplômés? Est-ce qu'il n'y a pas un volet maintien? C'est là qu'est venu aussi le point de départ d'un premier sondage maison qu'on a fait lors de l'inscription au tableau des médecins vétérinaires, où on a constaté qu'il n'y avait pas nécessairement seulement un problème de pénurie, mais il y avait un problème majeur de maintien, c'est-à-dire que plusieurs vétérinaires pensaient à se réorienter ou à changer de carrière. Donc, c'était fortement préoccupant. Et ça nous a conduit vers le volet du chercheur M. Soares de l'Université du Québec à Montréal, qui nous a sorti quand même des aliments ou des points majeurs de réflexion. Effectivement, et on pourra en rediscuter un peu plus tard sur l'étude d'Angelo Soares. Quel autre levier structurant mis en place par l'Ordre vous semble aujourd'hui le plus porteur pour améliorer l'accessibilité aux services vétérinaires? Ben, on a eu quand même, qu'est-ce qu'on peut faire pour les maintenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la relève? Je pense dans ce portrait-là, il y a quand même le leadership que l'Ordre a pris au niveau des comités relève et maintien, au niveau des services vétérinaires. Et ça, oui, ça avait commencé avant au niveau des grands animaux, mais l'Ordre des médecins vétérinaires a pris le leadership pour, non pas seulement au niveau des animaux de production, mais de l'étendre aussi au niveau des animaux de compagnie. Et ces 2 comités des tables où on réunit tout, c'est peut-être un terme un peu large, mais la plupart des intervenants qui gravitent autour
de la profession vétérinaire puis du service au public pour mettre en œuvre et mettre en commun des plans d'action pour justement lutter contre ce phénomène de pénurie-là. Effectivement, et c'est un travail qui est constant pour essayer de résorber cette pénurie, surtout dans certaines régions où c'est plus difficile d'avoir un médecin vétérinaire, essayer de résorber ça à travers des actions concrètes que vous avez effectuées. Effectivement, c'est à géométrie variable, tout dépendant des secteurs de pratique et tout dépendant des régions aussi. Donc, c'est important de mettre en commun toutes ces actions-là. Et on a été heureux de constater que toutes les organisations partenaires ont mis l'épaule à la roue pour faire avancer ce dossier-là. Oui, c'est une collaboration aussi avec d'autres organisations, pas seulement l'Ordre, donc qui est constante et que vous avez fait avancer à travers ces rencontres. Tout à fait, qu'on parle de la Faculté de médecine vétérinaire, qu'on parle du gouvernement du Québec par le biais du MAPAC, qu'on parle des associations vétérinaires, qu'on parle de l'UPA. Donc, ça a été un bel exercice fort motivant. Parlons maintenant de la révision du règlement sur les actes délégués, qui a été également un chantier majeur de votre mandat. Pourquoi, selon vous, était-ce un projet aussi stratégique pour la profession et le public? C'est intéressant parce que c'est aussi dans le volet pénurie et épuisement professionnel de nos médecins vétérinaires qu'on a découvert par rapport à toutes les recherches, les interventions qu'on a faites. Donc, de valoriser, oui, le rôle du médecin vétérinaire, mais de voir est-ce que les techniciens et techniciennes en santé animale peuvent contribuer à améliorer tout le service qu'on peut donner à nos petits animaux, à nos grands animaux, vers le public aussi. Donc, ça permet de sécuriser le médecin vétérinaire avec un partage de responsabilités. C'est, comme je mentionne souvent, nos techniciens et techniciennes en santé animale, ce sont nos infirmières à nous. Donc, ça peut aussi, dans ce changement au niveau de la délégation d'actes, ça a permis aussi d'introduire d'autres types de techniques pour favoriser justement la délégation d'actes dans plus de secteurs. Est-ce qu'il y a un effet évidemment concret sur l'accès aux soins également? L'effet concret, on espère le quantifier dans les prochains mois, mais évidemment, ce projet-là, ça a quand même nécessité 5 à 6 ans d'efforts de l'Ordre des médecins vétérinaires dans la préparation de la consultation, les interventions gouvernementales. C'est un processus qui a été long, qui aussi nous a conduit à être en faveur d'une modernisation des lois professionnelles pour alléger ce système-là, parce que au travers de tous ces 6 années-là, quand on parle de protection du public, on aurait aimé avoir notre projet de règlement adopté beaucoup plus rapidement. Oui, c'est un règlement qui était dû aussi pour une modification, puisque la dernière datait de 2007. Donc Tout ça à permet fait. aussi de mettre à jour et de prendre en compte la réalité du terrain aussi. Dans le nouveau projet de loi qui va être bientôt mis en vigueur, il y a quand même des façons d'alléger ce type de règlement-là pour que ça se fasse concrètement plus rapidement. Et en quoi les actes délégués ont-ils permis de mieux utiliser les compétences des équipes vétérinaires tout en maintenant la protection du public? C'est donner quand même donner une continuité de service adéquat, de permettre aux techniciens et techniciennes en santé animale d'accomplir certains actes, puis de soulager le médecin vétérinaire pour qu'il se concentre, je vais dire tout simplement comme ça, un peu plus sur la santé, puis le bien-être, puis le dossier médical des compétences d'un médecin vétérinaire. Parfait. Parlons maintenant d'un dossier très important également, qui est les permis temporaires et restrictifs. Donc, la modernisation du système professionnel qui a été amorcée en novembre 2024 de la loi modifiant le Code des professions a donné de nouveaux outils aux ordres professionnels, dont la possibilité d'émettre des permis restrictifs permanents dans des domaines de pratique précis. Cette évolution vise notamment à faciliter l'accueil des professionnels formés à l'étranger, dans un contexte de pénurie, évidemment, comme on vient de le mentionner. Pourquoi ce levier a été incontournable dans le contexte de pénurie? On veut toujours, pour le public québécois, pour nos gens, nos animaux, avoir le plus possible de personnel, de compétents aussi. Donc, on sait que dans d'autres pays, il y a quand même des médecins vétérinaires qui sont formés de bonnes universités
Et pour immigrer au Canada, on a quand même des restrictions qui sont normales parce qu'on veut pas donner des permis à rabais. On veut s'assurer que les permis qu'un ordre professionnel délivre au Québec relèvent de la compétence et des connaissances du médecin vétérinaire, entre autres, dans le cas qui nous concerne. Donc, d'être en mesure d'avoir un médecin vétérinaire qui a fait une partie de sa pratique dans un autre pays, dans un domaine particulier, dont on peut vraiment vérifier les connaissances et les compétences pour qu'ils puissent pratiquer dans ce secteur donné. Présentement, les règlements ce qui se passe au Canada, c'est que ces vétérinaires-là devaient passer 4 examens quand même assez coûteux et qui prenaient un délai peut-être de plus de 2 ans, ce qui fait que ça rebutait nécessairement beaucoup de vétérinaires étrangers de le faire, mais maintenant de leur permettre de pouvoir pratiquer dans un domaine particulier, restrictif, mais particulier. Ça aussi, c'est un bilan fort positif pour la santé et le bien-être de nos animaux, puis l'accessibilité aux soins vétérinaires pour les clients. Ça, c'est vraiment important. Et ça aussi, ça a découlé par avant au niveau des permis restrictifs temporaires. Ça aussi, c'est un élément, je vous dirais, fort intéressant. On en est vraiment fiers au niveau de l'Ordre des médecins vétérinaires. Ça permet aussi aux médecins vétérinaires étrangers de s'acclimater à la pratique nord-américaine, particulièrement québécoise, en attendant de pouvoir passer tous ces 4 examens-là que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça leur permet, 1, d'avoir un revenu, 2, de s'acclimater aux pratiques nord-américaines, et 3, de pouvoir se préparer à faire ces 4 examens-là dans un contexte vétérinaire, si on veut. Donc, si je vous comprends bien, au final, ça a été une grande victoire, autant pour l'Ordre des médecins vétérinaires, mais pour tous les ordres professionnels sur le changement. Parce qu'on s'est vraiment dressé pour convaincre la ministre à l'époque des lois professionnelles en disant que c'était des gains rapides dont on avait besoin. Évidemment, on a été entendu et on est bien fiers aussi d'avoir obtenu ces gains-là. Également, parlons de cette modification, la modernisation du système professionnel. Il y a eu une autre modification qui permet l'exercice dans un éventail élargi de modèles d'affaires, dont les OBNL et également les coopératives. Il s'agit d'un changement qui était important, évidemment. Pourquoi cette évolution vous semblait nécessaire? Ce qu'on voulait aussi par ces modifications-là, ça faisait partie aussi des gains rapides qu'on voulait obtenir du gouvernement du Québec. On a aussi là été entendu pour justement élargir les possibilités que les médecins vétérinaires puissent pratiquer dans d'autres modèles d'affaires. Autant au niveau du public, autant au niveau des vétérinaires, il y avait des questionnements, par exemple au niveau des grands regroupements, au niveau de où un médecin vétérinaire pouvait s'engager. Et ça, ça causait des problématiques, des questions qui nous arrivaient du public et des questions qui nous arrivaient au niveau des médecins vétérinaires. Et évidemment, c'est pas ici mon intention de dénigrer un modèle d'affaires plus qu'un autre, mais c'est d'élargir le choix pour ce que je dis souvent, que ça corresponde plus à l'ADN, à la personnalité du médecin vétérinaire, et ce qui avait quand même un manque, je dirais presque flagrant, c'est qu'au niveau des OBNL au Québec, le médecin vétérinaire ne pouvait pas donner des services directement au public. Donc, il y avait quand même une certaine classe de public ou de clients qui n'avaient pas nécessairement les moyens, les ressources financières. Et en introduisant les OBNL, donc les refuges ou les SPCA, ça peut élargir la possibilité aussi pour ces médecins vétérinaires-là. Et aussi au niveau des coopératives, même ça ouvre l'opportunité d'avoir des non-vétérinaires, donc par exemple des techniciens en la santé animale, qui peuvent devenir aussi partenaires dans une coopérative. Parlons maintenant de formation continue obligatoire. L'entrée en vigueur de la formation continue obligatoire marque un tournant important pour la profession, évidemment. Pourquoi était-il essentiel, selon vous, de recentrer cette exigence dans un cadre réglementaire clair, en lien direct avec le mandat de protection du public de l'ordre, notamment en matière de déontologie? Évidemment, dans tout ce portrait-là de la profession, puis de l'ordre des médecins vétérinaires, puis de la relation que peut avoir un ordre professionnel avec les membres autour, c'est d'établir l'image qu'un médecin vétérinaire, c'est lui qui est au cœur de la protection du public. Donc, l'Ordre des médecins vétérinaires est là pour l'accompagner, l'entourer si on veut, puis lui donner tous les outils et les ressources nécessaires. Évidemment,
Même si la faculté de médecine vétérinaire, c'est une des meilleures facultés au monde, c'est la 17e faculté vétérinaire au monde dans le classement, c'est excellent, mais une fois que le médecin vétérinaire est diplômé, ben, il faut l'accompagner tout au cours de son parcours professionnel. Puis on sait qu'en médecine vétérinaire, comme dans d'autres professions, il y a une évolution fort rapide, donc il faut accompagner notre médecin vétérinaire avec une formation continue adéquate pour qu'il puisse conserver ses compétences, ses connaissances et même de pouvoir œuvrer potentiellement dans d'autres domaines. Donc, ça permettait à l'Ordre des médecins vétérinaires d'avoir un meilleur suivi du parcours de formation des professionnels. Et aussi, on a pu introduire, je pense que c'est fort important, le volet déontologique. Donc, de donner une formation obligatoire en déontologie et éthique vétérinaire, je pense que ça a été un volet fort important. Ce qui a fait réaliser aux praticiens, aux vétérinaires qui sont sur le terrain ou dans d'autres domaines de pratique, que la déontologie, qu'on soit en santé publique, qu'on soit en pratique des petits ou des grands animaux, la déontologie nous accompagne tous les jours, que ce soit au niveau du jugement professionnel, de l'indépendance professionnelle et tout ça, fait de le faire réaliser, puis de leur donner aussi des éléments dans leur coffre à outils pour justement donner le meilleur service au public. Parlons maintenant des enjeux de santé. Vous avez brièvement parlé de ça avec l'étude d'Angelo Suarez de l'Université du Québec à Montréal. Les enjeux de santé au travail et d'indépendance professionnelle ont pris une place importante à travers votre mandat. En tant que président, pourquoi vous semble-t-il important que l'Ordre reconnaisse ces enjeux et prenne position publiquement? Tout à fait. Évidemment, ce sont des chiffres qui ont été, suite à l'enquête de M. Suarez, qui ont été quand même préoccupant pour l'Ordre des médecins vétérinaires. On se posait des questions des raisons du maintien d'un médecin vétérinaire dans sa profession, mais évidemment, les chiffres qui ont été alarmants, entre autres, c'est que plus de 50% des médecins vétérinaires étaient quand même en épuisement professionnel. Donc, il a fallu aussi trouver les raisons de cet épuisement professionnel-là, puis de la santé du médecin vétérinaire, parce que un autre élément important, pour la protection du public, ça nous prend des vétérinaires en santé, évidemment. Fait que de trouver les déterminants de cet épuisement professionnel-là ou toutes les raisons, ben il y a eu différents éléments qui ont ressorti. Donc, le harcèlement au travail, le harcèlement au niveau des confrères, des employeurs et même de l'Ordre des médecins vétérinaires. Donc, en prenant en compte ces informations-là, on a eu aussi la difficile conciliation travail-famille-loisirs. Et ça nous a permis de faire, je dirais, un bon tour de roue de tous les éléments, entre guillemets, perturbateurs de ce qui pouvait causer cette problématique-là. Et nous, on a pris en compte ce qui nous appartenait. Et on a aussi, à tous les partenaires envoyés, suite à notre colloque qu'on avait eu, qui faisait un résumé, une discussion de tout ça, à tous nos partenaires, ben voici ce qui vous appartient, voici les lignes d'action que vous pouvez entreprendre là-dessus. Et nous, ça nous a permis aussi de se convaincre encore plus de notre approche empathique au niveau de nos membres aussi, qu'on parle d'inspection professionnelle, qu'on parle de bureau du syndic. Ça nous a permis aussi de se concentrer à dire, ben oui, on prend, excusez l'expression, le taureau par les cornes, puis on fonce, on travaille là-dessus. Vous venez de mentionner l'empathie vis-à-vis des membres. Donc, évidemment, l'approche a été changée au niveau de la relation entre l'Ordre et les membres, avec une approche plus bienveillante depuis le début de votre premier mandat. Parlez-moi-en un peu plus sur cette nouvelle approche-là de bienveillance. Vous savez, les ordres professionnels ont souvent été catalogués de plutôt coercitifs, c'est-à-dire punir. Punir au niveau de l'inspection professionnelle, punir au niveau du bureau du syndic ou du conseil de discipline. Et ça, souvent pour un médecin vétérinaire, c'est sa mise à mort comme professionnel au niveau de ce qu'il vit dans tous les jours. Mais je pense on sait que nos professionnels ont à cœur leur profession, ont à cœur le service au public. Ça fait partie aussi de ce qu'on parlait d'accompagnement du professionnel en tout ça. Fait que finalement, c'est de dire, ben oui, en inspection professionnelle, quels sont vos besoins de formation, où on pourrait vous aider. Et je rapporterai toujours un mot au niveau du bureau du syndic, de notre syndic, docteur Sonia Voyer, c'est ce qui est important pour nous, c'est d'éviter la récidive.
peut arriver dans le parcours d'un professionnel qu'il arrive des accidents ou une mauvaise communication ou quoi que ce soit avec le client et tout ça, puis des interventions qui ont potentiellement pas été adéquates. Mais ce qui est important pour la protection du public, c'est d'éviter la récidive, puis donner des lignes de conduite adéquates. Donc, ce qui peut remplacer de sévir, c'est d'accompagner, et je vous dirais les résultats jusqu'à maintenant sont excellents. Autant au niveau des sondages qu'on fait, au niveau de l'inspection professionnelle, au niveau de la nouvelle approche, autant aussi au niveau du bureau du syndic, comment on peut conclure les enquêtes. Parce qu'évidemment, on a beaucoup d'enquêtes annuellement. On a beaucoup d'enquêtes, je vous dirais 200 enquêtes à peu près qui viennent du public ou des médecins vétérinaires, mais qui maintenant se concluent seulement par 3 dossiers qui s'en vont au conseil de discipline. C'est pour ça que c'est une grande avancée, je vous dirais, au niveau de notre perception interne, au niveau de la protection du public. Et c'est une façon de faire ou de voir qui est en train aussi, permettez-moi de l'expression, de contaminer les autres professionnels. Cette nouvelle approche bienveillante également, vous avez mené à multiplier les rencontres annuelles avec les associations vétérinaires également. Oui, c'est ça. Puis je qualifie maintenant ces rencontres-là annuelles, c'est la famille vétérinaire. Puis évidemment, je les ai débutées en début de mandat. Et tout de suite, les associations ont adhéré à ce principe-là, de discuter ensemble et de pouvoir établir ce que j'appelle, je dis ça qu'un sourire en coin, là, mais mes carrés de sable. Il y a des carrés de sable à l'ordre. Nous, c'est la protection du public. On est une organisation réglementaire, mais eux, les associations, ont d'autres rôles et responsabilités. Puis autour de la famille vétérinaire, il y a aussi la faculté de médecine vétérinaire qui a aussi des rôles et responsabilités. Il y a notre organisation gouvernementale qui nous chapeaute, le MAPAC, qui a aussi d'autres rôles et responsabilités. Enfin, en prenant conscience du rôle et responsabilité de chacun, ben ça permet à tout le monde de mieux se respecter puis de mieux comprendre les actions, entre autres, que l'Ordre de médecins vétérinaires entreprend. Parfait. Vous avez également lancé une nouvelle planification stratégique tout récemment pour 2025-2030 qui a été lancée en automne 2025, qui s'inscrit évidemment dans la continuité de votre mandat, de vos 3 mandats. Quel acquis souhaitez-vous absolument consolider à travers ça? En fait, c'est toujours le fil conducteur. Notre mission, c'est la protection du public. Donc, c'est de se concentrer dans notre travail que toutes nos actions, peu importe le secteur, a une connotation protection du public. Mais on parle d'accessibilité, on parle d'une seule santé, de tout ça pour voir vraiment, oui, par le biais, ça valorise la profession vétérinaire, ça fait aussi que le public a une meilleure connaissance du domaine vétérinaire, une meilleure confiance aussi au domaine vétérinaire. Si vous deviez résumer l'héritage de ces années à la présidence, ces 6 années-là, que souhaiteriez-vous que les membres et le public retiennent le plus? C'est la collaboration, c'est la meilleure connaissance du qu'est-ce qu'un système d'ordre professionnel. Je pense que c'est vraiment ça, la meilleure connaissance des rôles et responsabilités de chacun, et que les membres comprennent que l'ordre n'est pas nécessairement au service des membres, mais il est là en accompagnement, et c'est là que la profession va le mieux progresser. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier à travers votre parcours de présidence? C'est tout l'ensemble de ce qu'on discute depuis le début, mais je pense que ce que j'ai pu demeurer au fond de mon cœur le plus fier, c'est d'avoir introduit la gouvernance intégrée au sein de l'ordre. Je crois que c'est de cette façon-là d'avoir une collaboration entre le politique, l'administratif, les directions au niveau de l'ordre et les employés, d'avoir un fil conducteur qui fait en sorte que les messages passent bien et que tout le monde se sent de cet environnement-là, se sente engagé pour la protection du public. Et ça a permis aussi au conseil d'administration d'être courageux. Ça, je pense que ça a été aussi des décisions qui ont dû être courageuses parce qu'on a avancé à vitesse grand V. Et justement, la gouvernance intégrée, ça nous a permis d'avancer rapidement en collégialité et de façon aussi à ce que ce qui est décidé par le conseil d'administration soit pris par la direction générale, puis bien appliqué au niveau des directions puis des employés. Ça, c'est vraiment je suis vraiment fier de ça.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Dr. Rioux. Ça fait le tour de notre entrevue aujourd'hui. Je vous remercie également pour tous vos années de travail depuis 2020 en tant que président. Et on aura l'occasion également de vous recroiser comme administrateur pour les 2 prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.